Il m'appelle, il me dit Anastasia, c'est Yann Arthus Bertrand, on va faire un film qui va révolutionner le cinéma. Oui, mais moi je pensais que c'était un copain qui me faisait une blague. Oui, bien sûr, Jean-Pierre. Et hop, je lui ai raccroché au nez. Anastasia Mikova est une réalisatrice, journaliste et conférencière. En 2008, elle fait la connaissance du réalisateur Yann Arthus Bertrand, avec qui elle entame une collaboration sur différents projets. Donc il m'a rappelé, il me dit non mais je comprends pas. Et il me dit écoute, j'ai une idée de film et je pense que ça va être très très fort. Human, c'est 2000 témoignages dans 70 pays différents. On va donner la parole aux gens, partout dans le monde, à ceux et celles qui ne sont pas dans la lumière. Et si on faisait un film avec 2000 femmes dans 50 pays différents? Ok. Il y a des pays où il y a 20 ans, c'était impossible de trouver une femme prête à prendre la parole. On dit souvent que les femmes n'ont pas de voix. Mais on a une voix. Juste est-ce qu'on est capable de l'entendre? Quel sera le déclencheur? Quel sera ce truc? L'aventure de Préface commence et j'ai une petite chose à vous demander. Juste en dessous de cette vidéo, vous avez une petite cloche, abonnement, subscribe. Si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, on devient visible. On a créé Préface pour avoir des conversations inspirantes. Et quelle conversation on vient d'avoir. Elle nous rappelle cette chose simple. On est à une décision de changer sa vie. Si vous êtes en quête d'un déclic, de renouveau ou d'un élan, et que vous êtes à 2 doigts d'écrire le prochain chapitre de votre vie, alors bienvenue dans Préface. Anna, si tu devais décrire ton pourquoi, en ce moment on a vraiment ça qui sort un peu partout, le pourquoi ou la mission ou le qui t'anime, ce serait quoi? Elle est pas mal celle-là. Ah oui, pour démarrer surtout dès le matin. C'est une très bonne question en effet qu'on se pose beaucoup en ce moment. Mon pourquoi, il a un peu évolué, je dirais. Et j'ai l'impression qu'il évolue tous les jours. Mais globalement, c'est drôle en fait. Quand je démarrais ce métier, je démarrais dans l'investigation, en tant que journaliste d'investigation. Après, j'ai fait des émissions historiques. Après, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis, j'ai fait la rencontre de Yann Arthus Bertrand. Et je me souviens, quand on s'est rencontrés pour la première fois, il m'avait dit, tu sais, ce que je fais, je ne le vois pas comme un travail, je le vois comme une mission. Et moi, je m'étais dit à cette époque, mais quel mec encore, Jésus, tu sais, genre Jésus sur terre, une mission, mais quel prétentieux. Mais vraiment, je me souviens encore d'avoir pensé ça. Et quelques années plus tard, plus précisément 15 ans plus tard, je dois dire que je comprends, en fait, ce qu'il a voulu me dire à ce moment-là. Et il me semble que c'est ça, en fait. C'est même pas quelle est la mission, je dirais que mon pourquoi, c'est ma mission. Et ma mission, c'est un truc terrible, très simple et très, très, très compliqué à la fois, c'est de se dire qu'à travers mon travail, j'essaye de changer à ma toute petite échelle le monde et que j'essaye de faire des films qui vont rester. En fait, je n'ai pas besoin aujourd'hui de travailler juste pour que les films existent, en fait. Moi, je veux que les films existent pour changer quelque chose. Et donc, chaque fois que je fais un film, je me dis qu'est-ce que ça va changer. Et à chaque fois que je me bats pour que le film existe, je me dis qu'est-ce qu'il va apporter aux autres. Et c'est un peu ça mon pourquoi. C'est au quotidien d'essayer d'apporter ma petite graine dans le changement peut-être qu'on pourrait voir dans le monde de demain, surtout tout ce qui concerne les questions d'équité, de diversité, d'amour de l'autre, d'égalité, d'identité, où chacun pourrait peut-être s'exprimer un peu plus dans ce qu'il est vraiment sans avoir peur d'être jugé. Ça me parle beaucoup. Déjà parce que j'ai vécu cette aventure de l'intérieur avec toi. Je t'ai vu faire. Un des moments les plus marquants que j'ai de l'aventure Woman, que j'ai vécu que très très petitement par rapport à l'ensemble de votre projet, mais avec toi, c'est quand j'étais à la Mostra à Venise, où vous nous aviez invités. Vous étiez en haut de ce balcon et les gens ont applaudi pendant, je sais pas, peut-être 15 minutes, je sais pas si ça a été sujet d'articles dans la presse, mais c'était incroyable l'accueil que le film a eu à la Mostra. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on vivait quelque chose de très important. Quelque chose qui est arrivé à un moment où on en avait besoin, où il n'y avait pas eu de mots posés réellement dessus, concrètement, mais qui a cristallisé un moment de société. Et moi, je l'ai senti. Et je pense que tous les gens qui l'ont senti, hommes et femmes confondus dans cette salle, ont ressenti ce moment. Et je pense que ta mission,
ce film-là et cette expérience que j'ai eue de te voir faire ce film et que j'ai reçu, elle est remplie. C'est comme Mission Impossible. Je veux changer le monde. Ah bah, elle a réussi, tiens, tac, tac, je mets une croix. Non, bravo, vraiment, on va en parler plus en détail, mais c'est vraiment Alors, il y a quelque chose que j'adore chez toi, c'est que t'es cash. Et t'es cash, et ça, c'est... Je veux pas te contredire. Ah, ça, j'adore. Et la première fois qu'on te rencontre, en fait, on se prend ce regard qui te transperce, qui te coupe en deux. C'est incroyable, c'est ce regard. Et ce regard... j'ai Simon, avec qui je prépare l'émission, m'a dit, il y a un truc qui est génial, il faut absolument que tu lui en parles au début. C'est, tu parlais du documentaire de Sean Penn sur Zelensky. Ouais. Et tu as dit une phrase où tu as dit que tu ne comprends pas que le journalisme soit neutre et que pour toi, c'est du total bullshit. Ouais. C'est vrai. Ouais. Moi, je crois pas à 2 secondes. Et pourtant, j'ai commencé moi-même en tant que journaliste avant de devenir réalisatrice, documentariste, et en tant que journaliste d'investigation en plus. Donc, typiquement, le genre de parcours où on te dit il faut garder tout ça à distance, il faut avoir un esprit analytique, il faut avoir la contradiction, il faut tout le temps être neutre. Et moi, c'est quelque chose que j'ai entendu, même aussi pendant mes études, etc., que je n'ai jamais accepté. C'est-à-dire que j'ai l'impression, oui, que c'est bullshit, parce qu'en réalité, à partir du moment où tu poses un regard sur un fait, à partir d'un moment où tu poses un regard sur un sujet, c'est ton regard déjà. Donc, essayer de dire qu'il n'existe pas, bah déjà, c'est mentir. Pour moi, c'est mentir. Donc moi, j'ai fait le choix totalement inverse de me dire, bah non, ce regard-là, je vais l'assumer complètement et je vais aller au bout du bout de ça, en fait. Je vais pas du tout essayer de dire, alors attends, je vais lui donner la parole, maintenant je vais donner la parole à l'autre pour qu'il puisse aussi dire que bah non, c'est pas aussi comme ça, mais aussi comme ça. D'accord, mais c'est aussi comme ça et comme ça et comme ça. En fait, tu vois, il y a 40 000 façons de voir le monde et de voir un sujet. Donc, je vois pas du tout, en réalité, qu'est-ce que ça apporte au débat d'être tout le temps dans l'esprit de contradiction, de machin. Moi, je pense que quand tu es, surtout en plus, quand tu fais des films d'auteur, et c'est ça que j'ai fait aujourd'hui, bah c'est le plus important, c'est vraiment d'exprimer un point de vue. Et moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est beaucoup plus le fait qu'on a de plus en plus de contenu où il n'y a pas de point de vue. Et d'ailleurs, on est inondé de contenu maintenant, sur tous les réseaux, et c'est génial d'un côté, parce que finalement, tout le monde peut s'exprimer en 2 secondes, on peut dire des choses, mais en fait, très souvent, quand tu analyses la masse des contenus, tu te rends compte qu'il n'y a pas de point de vue. C'est un flux. C'est un flux ou d'informations, tu vois, de choses comme ça, où il n'y a rien vraiment qui est exprimé. Et donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, ce qui est important, c'est justement d'assumer. Pour moi, hein, je parle vraiment personnellement, c'est d'assumer un point de vue et d'aller au bout de ça, d'essayer d'y aller au bout. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement aligné avec ce que tu dis. C'est difficile, on a eu cette discussion au moment où tu es arrivé. C'est difficile de tenir ce point de vue aujourd'hui parce qu'on est soumis au financement de nos projets et c'est pas évident. Donc c'est un peu le deuxième étage de la fusée de la mission, c'est de réussir à porter des projets et de les mettre dans un écosystème où on arrive à les porter avec la liberté d'aller au bout des choses avec ce point de vue, ce qui est pas évident. Raconte-moi ton parcours. Alors déjà, il y a ce magnifique petit accent qui chantonne dans ta voix. Raconte-moi un peu la naissance de ta vocation, d'où tu viens. Voilà, quelque chose d'un peu plus classique, mais l'Anastasia de... Je ne sais pas si mon parcours est classique, ça c'est une bonne question. Mais je pense que tous les parcours sont singuliers. Et d'ailleurs, tu vois, moi qui fais, tu mentionnais un de mes films, Woman, et moi qui fais des films qui sont basés sur les histoires de vie. Quasi tous les films que je fais, c'est les histoires de personnes où elles vont au bout de ce qu'elles ont vécu et nous sortent des choses qu'elles n'ont jamais partagées avec personne. Et je me rends compte qu'en fait, aucun parcours n'est... tu vois, banal. Tout est incroyable, tout est singulier. C'est juste dans la façon de l'entendre et de le voir et de réussir à l'exprimer. Et donc, le mien a démarré dans un pays qui n'existe plus, donc déjà, ça commence bien, qui s'appelait l'URSS. Et je suis née, voilà, encore à l'époque où l'URSS existait et dans une sorte de bulle dans laquelle on était très heureux et heureuse, mais sans réellement avoir conscience du monde extérieur, ou en tout cas de comment les gens vivaient à l'extérieur de notre bulle. Et donc j'ai grandi là-dedans,
et dans une enfance vraiment plutôt gaie, plutôt entourée d'amour, etc. Et puis, quand j'avais 5 ans, il s'est produit un événement dans ma vie, dans la vie des millions d'Ukrainiens, qui a complètement changé le cours de mon existence. Cet événement s'appelle Tchernobyl. Et il faut savoir, voilà, moi, je suis née, j'ai vécu à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Et il faut savoir que Tchernobyl se trouve à 200 km de Kiev. Et donc, quand l'explosion a eu lieu, très très rapidement, voilà, on a eu les conséquences. Sauf que ça n'a jamais été dit. On n'a pas prévenu la population de ce qui venait d'arriver. Et donc, c'était par un très très beau jour de printemps. Tout le monde était dehors, tout le monde se baladait, tout le monde profitait. Et on ne savait pas. Et puis, petit à petit, un bruit a commencé à courir, que quelque chose de terrible était arrivé, mais on ne savait pas quoi non plus. Et en fait, des semaines et des semaines ont passé et on ne savait toujours pas. Mais on a commencé à voir les conséquences de ce qui s'est produit et on a vu les conséquences vraiment autour de nous. Et moi, j'ai vu des conséquences dans ma famille. Mon père est tombé malade, des conséquences de la radiation. Et ça, pareil, ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été assumé. Et puis, il est décédé des conséquences de la radiation, des années plus tard. Terrible. Et moi, j'étais encore petite fille, mais je voyais que quelque chose de terrible était en train de se produire. Et je me disais, mais pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi à la télé, on n'en parle pas ? Pourquoi dans les médias, dans la Pravda qu'on reçoit quotidiennement, on n'en parle pas ? Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, déjà, en tant que petite fille, il y a quelque chose de très injuste, tu vois, que j'ai ressenti, et ça s'est installé en moi, et je ne savais pas ce que j'allais faire de ce sentiment d'injustice, mais j'ai su que j'allais en faire quelque chose. Waouh. Ok. Voilà mon parcours, et voilà comment, quelques années plus tard, décennies plus Déjà, tard, c'est hyper touchant. Je suis devenue journaliste et puis réalisatrice. Incroyable. Le besoin de faire éclater une vérité que toi, tu as ressenti même enfant. Ouais. Presque avec plus de sagesse que tous les gens qui... En tout cas, quelque chose d'encore très... Où tu vois, t'as pas encore le cynisme du monde. Donc tu te dis pas, bah oui, évidemment qu'on va nous mentir. Évidemment qu'on va nous cacher. Tu te dis, bah non, c'est pas normal. Mais pourquoi ? Et ce pourquoi, il me poursuit encore aujourd'hui. Incroyable. Et donc, là, t'es enfant. Et... Qu'est-ce qui se passe ? Donc, comment ça s'articule ton... Eh bien, voilà, donc j'ai grandi en Ukraine, puis à un moment donné, alors aussi j'ai eu une mère exceptionnelle. À chaque fois, je profite de toutes les interviews, de toutes les occasions pour parler de ma maman. Et voilà, et ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si ça lui fait plaisir que j'en parle autant, mais je pense. En fait, j'ai une mère qui m'a toujours dit, qui est d'origine arménienne, qui est née dans un tout petit village, partie de rien, d'une famille extrêmement pauvre, mais vraiment très pauvre, et où elle a tout fait par elle-même. Ou d'ailleurs, on lui a toujours dit qu'une fille n'avait pas forcément besoin de faire des études, on a essayé de la marier à 17 ans, et elle s'est cassée, elle a dit mais jamais de la vie, moi je vais faire ma vie. Elle a bossé, elle avait 3 boulots en parallèle pour payer ses études, elle a fait des études supérieures, et depuis que je suis née, elle m'a toujours dit, ma fille, toi, tu seras indépendante. Et toi, tu feras ce que tu veux de ta vie. Et je te donnerai les moyens psychiques, financiers, humains, pour que tu puisses t'accomplir dans n'importe quelle voie, dans celle que tu auras choisie. C'est le plus beau des héritages, finalement. Je pense que c'est le plus important. Et ça, peut-être, on en parlera, mais quand on devient parent, on comprend. Là, donc, on comprend vraiment toute la dimension de l'importance, en fait, d'avoir reçu ça comme héritage et comme bagage. Et donc, elle m'a toujours dit ça. Et surtout, elle m'a dit très tôt, mais il faut que tu ailles voir le monde. Elle, qui n'a jamais pu voyager, qui ne parlait aucune langue étrangère, c'est assez dingue, mais elle m'a tout de suite dit, il faut que tu apprennes des langues étrangères. Donc c'est comme ça que je parle 5 langues, tu vois. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé dès l'âge de 11 ans, 12 ans, partout un peu dans les échanges avec les familles pour aller voir justement comment vivent les autres. Et c'est comme ça qu'à 17 ans, je me suis retrouvée en France pour essayer de faire mes études et pour voir une autre culture, pour découvrir tout ça. Et donc, quelque part, tu vois, ce que je fais aujourd'hui, rien n'est un hasard dans la vie. Je ne pense pas, je ne crois pas beaucoup au hasard. Je pense que tout est un cheminement qui, à un moment donné, t'amène à un endroit, puis à un autre endroit, etc. Et voilà, et le fait que petit à petit, j'ai eu envie d'explorer l'autre, les autres cultures, les gens, voilà. J'ai toujours eu cette curiosité-là, et puis c'est comme ça qu'à un moment donné, tu te dis, et si on faisait un film avec 2000 femmes dans 50 pays différents ? Et voilà, en fait, ça peut paraître fou, mais quand tu as ce parcours de vie, à un moment donné, tu te dis, oui, pourquoi pas ? Alors, je rebondis un petit coup sur le hasard, parce qu'il y a une phrase, c'est Einstein, je crois, qui a dit ça, qui a dit... alors c'est un peu
un peu spirituel, mais qui a dit le hasard, c'est l'endroit que Dieu a trouvé pour arriver incognito. Et j'aime bien cette idée. Alors après, on peut parler de Dieu au sens religieux du terme, mais je pense que c'est plus voilà, une force, quelque chose qui nous guide, qui nous inspire, qui nous glisse des mots à l'oreille. Et je crois que c'est un peu ça, le hasard. C'est réussir à capter un peu cette petite vibration et de se mettre dans une situation qui fait que il y a quelque chose qui s'aligne. Excuse-moi, non, mais c'est vrai. Mais je trouve que c'est très vrai. Je trouve que c'est très très joli. Alors parle-moi de Human. Ouais. Parce que oh là là. Ouais, j'imagine. Moi, je vais te donner juste un petit point de vue. On est devant la télé à la maison. Il y a ma sœur qui est là et ma femme bosse derrière. Et je lui dis, viens voir, on a vu la bande-annonce de ça a l'air complètement incroyable, c'est sublime. Ça a l'air trop beau et tout, viens. Puis elle me dit, non, faut que je bosse sur des trucs, ça serait important la vie, tu vois. Hop, elle est là-dedans. Et le film commence. Il est long, le film, hein, je crois qu'il fait près de 3 heures. Il fait 3 heures. Presque 3 heures, ouais, 2h45. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Ça passe comme un claquement de doigts, ce film. C'est une splendeur dans ce monde. Et donc, on est happé avec ma sœur. Et au bout de 20 minutes, je tourne la tête et je vois ma meuf en larmes. Comme ça, qui a arrêté tout. Elle est loin de la télé. On est devant, elle ne voit sûrement pas toute l'image et tout. Ça nous a saisis. Et j'aimerais vraiment que tu nous parles de cette aventure. Ouais, ça a changé ma vie, hein, vraiment. Pour le coup, c'est pas, tu vois, c'est pas pour sortir une grande phrase, mais pour le coup, vraiment, c'est un projet qui a complètement changé ma vie. Et peut-être je peux faire un tout petit peu de contexte avant. Donc, c'est un film qu'on a fait avec Yann Arthus Bertrand, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 12 ans, donc toute une partie de ma vie. On s'est rencontrés avec Yann sur une émission de télévision qui était déjà très chouette, qui s'appelait Vue du ciel, où on parlait d'écologie en prime time. Et aujourd'hui, ça paraît tellement évident de parler d'écologie. Et en fait, c'était une révolution. Toute première émission, d'ailleurs, je crois qu'il y avait Ushuaïa, mais qui était plus dans l'aventure, en fait, dans la découverte, plus que même dans les sujets de l'écologie. Et donc, c'était parmi les toutes premières à parler de ça en prime time, en plus, avec des vrais moyens. Et donc, on s'est rencontrés avec Yann. Lui, il faisait la télé pour la première fois. Et moi, j'avais 27 ans. Je me suis retrouvée rédactrice en chef de cette émission. Donc, ça a été un duo gagnant. Et donc, Yann, qui, tu le connais un petit peu, qui a un vrai caractère. Moi, qui ai un vrai caractère. Ça a été une vraie rencontre tout de suite, assez immédiate. Et donc, quand l'émission s'est arrêtée, voilà, quand l'émission s'est... c'était très drôle, je me souviens, j'ai une petite anecdote, mais digression. Quand on m'a proposé de devenir rédactrice en chef de cette émission, on m'a dit, tu vas voir, l'émission est exceptionnelle, vous avez les moyens de voyager partout dans le monde, de parler des sujets, mais incroyables, mais c'est génial et tout. Tu as toute une équipe de gens tellement pros, mais voilà, etc. Par contre, sache que les rédac chefs, en gros, ils font une émission et puis ils s'en vont. Je dis, mais c'est bizarre, je comprends pas, mais pourtant, si c'est aussi bien, pourquoi les gens ne resteraient pas? Alors oui, tu vois, il y a un monsieur là qui présente, bon, il est pas vraiment habitué, puis il a un petit caractère, et puis bon, voilà, il est pas très conciliant sur certaines choses et tout, tu verras. Et donc, moi, je me suis dit, oui, allons-y, allons voir. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait la première émission, et puis 12 ans plus tard. Coup de foudre. Donc, comme quoi, sait-on jamais. Et ça a été un vrai coup de foudre humain avec, une vraie relation humaine avec tout ce que ça peut impliquer, des hauts, des bas, des étincelles, comme tu dis, mais un très, très grand moment de ma vie. Et donc, à la fin de Vue du ciel, Yann, je pense qu'il avait senti que la manière dont on produisait les émissions de télé classiques ne lui convenait pas. Et lui, il avait envie de faire les choses autrement. Ouais. Et donc, il a créé sa propre boîte de prod. Et un jour, il m'a appelé... Hope Production, exactement. Hope Production. Et il m'a appelé un jour et il m'a dit, Anastasia, on va faire un film. Ah oui, non, mais en plus, un jour, genre 2 ans plus tard, il m'appelle, il me dit, Anastasia, c'est Yann Arthus Bertrand, on va faire un film qui va révolutionner le cinéma. Et donc moi, je pensais que c'était un copain qui me faisait une blague, tu vois. Donc je lui ai dit, bien sûr, Jean-Pierre. Et hop, je lui ai raccroché au nez. Donc il m'a rappelé, il me dit, non, mais je comprends pas, mais c'est Yann Arthus Bertrand, c'est pas Jean-Pierre. Ah d'accord. Et bref, et donc on s'est revus et il me dit, écoute, j'ai une idée de film. Et je pense que ça va être très très fort et vraiment ça va marquer les gens. Et je lui dis, c'est quoi ton idée? Et il me dit, regarde, j'ai un scénario. Il me sort une feuille A4
une feuille. Il me dit, c'est ça. Je dis, ça, c'est un scénario, d'accord. Et donc, la feuille, c'est des grands concepts comme ça sur l'amour, sur le sens de la vie, sur pourquoi on est tous là, etc. Et à la fin, je me souviens, un gras, c'était écrit, il n'y a que l'amour pour sauver le monde. Mais en fait, concrètement, je comprenais absolument pas ce qu'on allait faire dans le film, tu vois. Et donc, j'ai découvert en parlant avec lui que lui non plus, il ne comprenait pas. Mais il y avait tous les messages. Et donc, à partir de là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait passer tous ces messages-là pour en faire une vraie œuvre ? Et je dirais même pas que c'est un film, Human, c'est une œuvre. Ouais, je suis d'accord. Et à partir de là, on a réfléchi, on s'est dit, on va donner la parole aux gens. On va donner la parole aux gens partout dans le monde et surtout à ceux et celles qui ne sont pas dans la lumière, qu'on n'entend jamais et qui d'ailleurs, pour la plupart, pensent qu'ils n'ont rien à dire ou en tout cas rien d'important à dire. Et ben c'est eux qu'on va mettre dans la lumière. Et au milieu, on va mettre ces images sublimes pour lesquelles Yann est aussi quand même connu en tant que photographe et en tant qu'artiste. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le travail de Yann, ils ne doivent pas être des nombreux. Images aériennes, voilà, comme ça, de la terre, vue du ciel, avec des grands paysages absolument sublimes, mais qui sont aussi des images très métaphoriques de notre existence, finalement, et de ce qu'on fait, et de la place que l'humain occupe dans ce monde très, très grande et très, très petite à la fois. Et voilà, et le film, il est parti, donc là, on a réfléchi à tous ces grands sujets qui nous rassemblent et qui nous divisent, sur donc la famille, l'amour, le sens de la vie, la guerre, la paix, enfin, des sujets qui restent d'actualité, voilà, et qui resteront toujours d'actualité. Et justement, sur ces grands sujets philosophiques, là, on attendrait peut-être des personnes très éduquées, etc. On a été voir ceux qui ne sont justement pas habitués à parler de ça et qui nous ont dit des choses dingues. Des concepts d'une complexité absolue avec une simplicité déconcertante. Et c'est bouleversant. Moi, ce film, il m'a... Comme Woman, d'ailleurs, je t'avoue, c'est vraiment des films qui m'ont bouleversé. Pour parler du procédé, parce que je pense que ça va nous faire un lien vers Woman, je pense qu'il y a vraiment ça. Yann, c'est un photographe. Il a un regard, comme tu dis, sur le monde qui est magnifique. Hein. C'est un œil. Et vous avez réussi à faire des interviews qui avaient, en fait, aussi qui mettaient tout le monde au même niveau, qui mettaient tout le monde à égalité. Avec la même lumière, avec le même fond. Je vais te laisser m'en parler. J'aimerais que tu me racontes comment vous avez déjà, combien de témoignages vous avez recueillis, dans combien de pays, et comment vous l'avez fait. Ouais, alors Human, c'est 2000 témoignages dans 70 pays différents. Donc, tu vois, c'est complètement hallucinant, même à chaque fois que je repense et j'essaie de me le visualiser. Tu vois, j'ai déjà parlé dans des salles où il y avait 2000 personnes. Quand tu vois ce que ça représente, tu te dis, c'est quand même beaucoup de monde. Voilà, on avait une équipe absolument exceptionnelle, des journalistes qui nous ont accompagnés tout le long, qui ont aussi fait des centaines d'interviews, donc on n'a pas fait ça tout seul. Ouais, bien sûr. Et voilà, et chacun avec sa sensibilité, avec son regard aussi. C'est aussi toute cette multitude de regards qui a permis au film d'avoir peut-être cette ouverture et finalement oui, assez vite, c'était intéressant, ça a été un grand sujet de débat entre nous. Donc très vite Yann m'a dit, tu sais, on va faire un truc assez radical, on va mettre les gens sur un fond noir avec juste une lumière et on va les filmer en plan serré où on ne verra que le visage. Et donc là, je lui dis, mais du coup, attends, mais explique-moi concrètement comment ça va se passer. Et là, on installe le studio, je vois le truc, je m'assois à la place des gens, je dis, mais non, mais c'est horrible. En fait, t'es là dans une pièce noire, avec une lumière qui t'aveugle, et là, on te pose les questions les plus intimes. Et toi, t'as l'impression d'être à la police, en fait, faire un interrogatoire, et on te dit, mais raconte-moi des choses que t'as jamais partagées. Je dis, mais Yann, ça va jamais marcher. Catastrophe. Mais c'est horrible. Les gens, ils vont être complètement bloqués, etc. Et là, à chaque fois, quand je raconte ça, Yann, ça lui fait très plaisir, parce que c'est très rare que je dis ça. En fait, c'est lui qui a eu raison et moi j'ai eu tort. Parce que finalement, ce qui s'est passé, justement, et qui est lié à ce cadre qui a été créé, à ce dispositif qui a été imaginé, c'est que finalement, on est tous dans notre quotidien, on est tous dans nos problèmes, on est tous dans nos trucs. Et tu vois, on a très peu de moments dans la vie où on peut avoir tout simplement le temps d'avoir le recul sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on est en train de vivre. Et là, on a créé une sorte de bulle, comme nous, ce matin, tu vois, dans cette pièce où on est là tous les deux. C'est une bulle où d'un coup, tu n'es plus dans tes problèmes quotidiens, t'es plus là-dedans, et t'es juste face à toi-même. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont entrés dans une sorte d'introspection où petit à petit, en fait, il allait de plus en plus loin, au plus profond d'eux-mêmes. Et au bout d'un moment, ils ne parlaient même plus à nous, ils se parlaient à eux.
à eux-mêmes en fait. Et je dirais que c'est même pas des interviews qu'on a faites, c'est comme une séance de psy, ça ressemble plus à ça. C'est vrai. Ouais. Et en réalité, c'est comme ça que les gens ont réussi à sortir des choses qu'ils n'avaient jamais partagées avec personne. Parce que finalement, certains ne soupçonnaient même pas avoir ça en eux, parce qu'ils avaient enfui ça tellement loin, c'était tellement profond, que d'un coup, en fait, ça sortait malgré eux presque parfois. Et c'était des moments absolument uniques. Et il faut aussi savoir qu'on prenait un temps très très long. C'est-à-dire que dans le film, voilà, le concept, c'est un mélange, c'est des milliers de personnes avec des tout petits extraits où on passe d'une personne à l'autre et ils parlent 1 minute, 2 minutes, etc. Mais il faut imaginer qu'en fait, cette minute, elle vient d'une interview qui a duré 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et où parfois, on s'est pris dans nos bras, on a ri ensemble, on a pleuré ensemble. Enfin, on a vécu des trucs absolument dingues. On a dû s'arrêter parce que toute l'équipe était en sanglots et voilà, tu vois, donc on nous entendait. C'est pas non plus l'idée quand même. Et donc, c'était vraiment des moments de vie. Et je pense que c'est aussi ça qu'on ressent à travers ce film. C'est pas des interviews, c'est vraiment des moments qu'on a vécu avec les gens partout dans le monde. Et où chacune et chacun s'est senti. C'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont beaucoup dit après les interviews. Moi, j'étais très souvent gênée parce que je leur disais, vous savez, on pourra pas mettre tout le monde dans le film. On fera de notre mieux, on fera plein de choses autour du film, etc. Mais 2000 interviews, on les mettrait pas. Et déjà, le film, comme tu dis, Human, il faisait presque 3 heures. Donc, hein. Et bref, et en fait, moi, j'étais très gênée. Et beaucoup me disaient, mais tu sais, c'est pas grave. Hein. C'est pas du tout grave. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça va rester avec moi toute ma vie. Parce que c'est peut-être une des rares fois, et parfois la seule fois, où je me suis sentie vraiment valorisée, où je me suis sentie exister. Et moi, tu me parlais de la mission, du pourquoi. Bah, c'est peut-être un des pourquoi de ma vie. De me dire que si je pu rendre quelqu'un fier de ce qu'il est, ou se sentir exister à un moment, juste à un moment de sa vie, bah déjà c'est magnifique. Déjà c'est gagné. Il faut que je dire, c'est que j'ai pas vécu pour rien. Mais je te confirme. Je te le confirme. Quand on s'est rencontrés sur Woman, tu m'as parlé de Human et tu m'as dit quelque chose qui m'est resté. C'est vrai. Ouais. C'est pas pour rien que tu es la première invitée de Préface. J'en suis très fière. Et moi donc. Tu m'as dit, je pense qu'il y a des êtres sur cette terre, et notamment les créatifs, hein, de manière générale, qui sentent les choses avant les autres. C'est ça, en fait, la capacité d'un artiste, quel qu'il soit, c'est de sentir quelque chose que tout le monde sent un petit peu, d'impalpable, et de le rendre réel, quelle que soit la forme. Et tu m'as dit que quand tu étais en train de monter Human, tu as ressenti que des grandes thématiques ressortaient, forcément vous les orientiez même dans vos la vie, la mort, l'amour, l'appel, la guerre, tout ce qu'on veut, mais que tu sentais que quelque chose autour de la femme était en train de monter. Que ce soit dans ces 70 pays, au fin fond de l'Afrique, dans une tribu, ou en haut d'une tour aux États-Unis, parce que vous avez rencontré donc des gens de tous horizons, des présidents, partout, des paysans, exactement. Des profs, des prix Nobel, tout. Et t'as senti ça vibrer. Est-ce que je vais évidemment te demander comment ça fait naître Woman, mais c'est vraiment une intuition que tu as eue avant tout le monde, parce que le MeToo est arrivé, je crois, après la sortie de Woman. Un an après le début de nos tournages. Donc il y a vraiment tu as senti, voilà. Alors, c'est intéressant parce que j'en parlais justement hier soir avec des gens qui ont réfléchi à un projet autour des 10 ans de MeToo, tu vois, et qui arrive dans 2 ans, donc ça va vite. Hein. Ça va très vite. Et en fait, c'est intéressant parce que, en effet, il y a quelque chose de dingue qui s'est passé pendant le tournage de Human, c'est-à-dire, souvent on me demande pourquoi Woman, pourquoi à ce moment-là, etc. Et je dirais que c'est même pas nous, je sais pas comment dire, c'est même pas nous qui avons choisi de donner la parole aux femmes. Ça s'est imposé à nous. Pendant qu'on tournait Human, en effet, il y a des pays où il y a 20 ans, ça fait 20 ans que je fais ce métier, tu vois, c'était impossible de trouver une femme prête à prendre la parole. Impossible. Pour plein de raisons qu'on peut comprendre et vraiment qu'on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Et là,
Je dirais pas qu'elles étaient des centaines de milliers, hein, mais partout, il y avait des femmes qui voulaient parler. Partout. Dans tous les pays, sans exception. Aussi bien, comme tu dis, dans une tour aux États-Unis, à New York, qu'au fin fond du Bangladesh, dans un tout petit village, où ils n'ont pas l'eau chaude, ils n'ont pas l'électricité, mais voilà. Et moi, j'explique ça en partie. En partie, hein, c'est pas toute l'explication. Mais par l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. Parce que finalement, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ne savaient pas qu'une autre vie était possible, qui vivaient très isolées. Et pour qui, en fait, cette existence était la seule qui était possible, puisque leur mère avait vécu comme ça. Et la grand-mère avait vécu comme ça. Arrivait, en fait. Ouais. Et là, d'un coup, avec Internet, il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux. Bah, on en voit clairement. Voilà. Et bien là, d'un coup, elles ont vu qu'il y avait plein d'autres choses qui étaient possibles et qu'il y avait des femmes qui vivaient différemment. Et ce qui est dingue, non, vraiment, c'est pas une blague, t'arrives au fin fond du Bangladesh, ils ont pas d'eau chaude, ils ont pas d'électricité, ils ont tous un téléphone portable et ils veulent être ton ami sur Facebook. Tu vois, il y a 10 ans, en tout cas, c'était sur Facebook. Voilà. Et donc, toi, tu dis, OK, intéressant. Et donc, tu prends conscience que ça a été une porte ouverte vers un monde complètement différent qui a permis aux femmes de se dire, OK, c'est peut-être trop tard pour moi, mais pour ma fille. Moi, je veux pas qu'elle vive la même chose que moi, que ma mère, ma grand-mère, etc. Moi, je veux une autre vie pour elle, puisque je sais que ça existe. Et c'est comme ça que ces femmes-là ont été prêtes à prendre la parole pour essayer de provoquer le changement. Et donc, c'est comme ça que nous aussi, avec Yann, parce que dans Human, comme tu dis, parler, donner la voix aux femmes, c'était un des sujets, c'était très important, mais c'était un sujet parmi beaucoup d'autres. Donc, on n'avait pas la place d'aller au bout de ça, et on a vraiment senti qu'on n'avait pas la place. Et on s'est dit, il faut une vraie place, un vrai endroit où elles auront tout l'espace pour pouvoir s'exprimer. Et c'est comme ça que Woman a démarré, en 2015. Et donc, le temps qu'on trouve les financements et qu'on démarre, ça faisait 1 an qu'on tournait. Et franchement, quand MeToo est arrivé, c'est pas... tu dis que certains j'ai peut-être dit qu'on sentait certaines choses avant les autres. Non, je te le dis parce que je le pense sincèrement, c'est évident maintenant. Mais en tout cas, quand MeToo est arrivé, on n'était absolument pas surpris. Parce qu'en fait, ça faisait déjà plus d'1 an, et avec Human, déjà plusieurs années, même 3 ans, qu'on vivait quelque chose autour de la voix des femmes, qu'on le constatait sur le terrain. Et donc, on se disait, mais quel sera le déclencheur pour que le grand public prenne conscience ? Quel sera ce truc qui va faire que l'étincelle... Donc, on va dire, vous étiez déjà là-dedans, vous sentiez déjà ça. Comment est-ce que vous alliez réussir oui. Et c'est fou, parce que du coup, quand MeToo est arrivé, tout le monde nous a dit, oulala, il faut vous précipiter pour sortir le film tout de suite, maintenant, etc. Parce que c'est le momentum, c'est le moment femme. Et moi et nous, avec Yann, on s'est dit, mais non, on sentait bien que c'était pas un momentum, que c'était quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus grand qui allait vraiment changer la société en profondeur. Et donc, on s'est dit, non, on va pas se précipiter, on va prendre le temps qu'il faut pour faire le film qu'on veut. Et parce que vous allez voir, c'est pas juste un moment. On va rentrer dans quelque chose d'une autre époque, un début d'une autre époque. C'est le cas. On en reparlera après parce que c'était aussi pour moi l'occasion... en tant qu'homme, de parler de ça aussi avec toi, de la réalisatrice qui me bouleverse le plus au sujet des femmes, je pense, qui parlait du sujet des hommes et des femmes aujourd'hui. Je pense que c'est un vrai sujet. Oui. Vraiment, sincèrement, et je pense qu'on manque de clés aujourd'hui tous pour aborder ça, et je pense que tu dois avoir des solutions. J'espère, s'il te plaît. Je t'en supplie. Aide-nous. Et... raconte-moi le moment le plus fort que tu as eu sur Woman. Quelque chose qui te reste, quelque chose qui t'imprègne. J'imagine qu'il y en a 1000. Je déteste cette question. Je sais, j'imagine. Mais un moment de grâce, quelque chose qui te reste, quelque chose qui est important. Tout est important parce que tu sais... C'est chaque instant, en fait. Chaque femme, c'est dingue. Ça, je dis souvent ça, mais c'est complètement vrai. J'ai rencontré, moi-même, peut-être sur les 2000 interviews qu'on a faites pour Woman, je suis pas près de la moitié de ces femmes. Et après, pareil, on avait une équipe de journalistes formidables, que des femmes, qui nous ont accompagnées, toutes, mais vraiment toutes géniales, qui sont très investies et qui ont aussi fait des interviews exceptionnelles et que j'ai toutes regardées. Et chaque femme que j'ai rencontrée, chaque femme que j'ai écoutée est restée gravée en moi. C'est vraiment... Mais tu me montres une photo, je sais où je l'ai rencontrée, je sais ce qu'elle m'a raconté, je sais ce qu'on a partagé ensemble. Tu me montres les gens avec qui j'ai fait mes études pendant plusieurs années, il y a la moitié, je ne les reconnaîtrais pas aujourd'hui. Donc c'est pour te dire à quel point ce moment, pourtant on a passé
un moment ensemble. La plupart, on a passé quelques heures ensemble. Ouais. Et pourtant, ça reste avec toi parce que c'était tellement important. Donc, des moments importants, il y en a eu, mais mais vraiment beaucoup, beaucoup. Peut-être il y a une rencontre clé qui m'a permis, moi, de comprendre quel peut-être devait être un des messages majeurs du film. C'est la rencontre avec Norma Bastidas, qui est la première à parler dans le film. Et son histoire, bon, je ne sais pas si on a le temps, mais son histoire, elle est tout le temps du monde. elle est dingue, et cette femme est dingue. Je l'ai rencontrée dans un grand forum, Women's Forum, ça s'appelle, pour les femmes puissantes du monde. Tu vois, il y avait des femmes comme Hillary Clinton, voilà, qui parlaient, etc. Et donc, je l'ai vue sur scène, habillée tout en blanc, costume blanc, mais absolument incroyable. C'est grand athlète qui a fait des marathons incroyables, des trucs, des triathlons, des trucs, mais vraiment dingues. Tout le monde l'a regardée avec admiration. Je me suis dit, tu vois, ça, c'est une femme sur la prise du pouvoir, sur l'émancipation, sur tous ces trucs-là. Elle va être géniale. Donc, on va la voir à la fin de sa conférence, on lui propose l'interview, elle vient en interview, elle commence, et puis petit à petit, pendant qu'elle parlait, c'est aussi, tu sais, le regard qu'on projette sur les autres, c'est beaucoup ça aussi, ce film, et ça m'a beaucoup interrogée aussi moi, et beaucoup remis en question mes propres certitudes. Pendant qu'elle parlait, je commençais à me dire, mais attends, mais c'est la même femme que j'ai vue sur scène, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais en fait, oh là là, mais c'est pas du tout une femme à qui on a... Enfin, tu vois, c'est pas du tout l'histoire à laquelle je m'attendais. Et Norma, en fait, cette femme incroyable, cette athlète dingue que tout le monde regardait avec admiration, elle est d'origine mexicaine, elle est née dans une famille assez pauvre, où, quand elle était petite, on lui a demandé de s'occuper de son grand-père, qui était en train de devenir aveugle. Et ce grand-père, il en a profité pour abuser d'elle pendant toute son enfance. Et elle a essayé d'en parler dans sa famille. Personne ne l'a cru. Donc ça a duré des années et des années. Puis quand elle est devenue adolescente, elle était magnifique, elle est toujours absolument magnifique. On lui a proposé de devenir mannequin et d'aller travailler au Japon. Donc elle s'est dit, c'est ma porte de sortie. Et elle a accepté tout de suite. Et c'est comme ça qu'elle se retrouvait dans un abominable trafic d'êtres humains. On lui a pris ses papiers et on l'a obligée à se prostituer pendant plusieurs années. Et puis, au bout de quelques années, elle arrive à récupérer ses papiers, elle rentre au Mexique, elle rencontre quelqu'un, ils vont ensemble s'installer au Canada. Et là, elle se dit, voilà, ma vie va vraiment démarrer pour de vrai. Je vais prendre ma vie en main et je vais faire quelque chose de ma vie. Et elle a un enfant avec cet homme, c'est un garçon. Et on découvre qu'il a la même maladie génétique que son grand-père. Il est en train de devenir aveugle. Tu vois, ce que je suis en train de te raconter, c'est un scénario de film. Ouais. Sauf que si j'écrivais ce scénario, on me dirait, mais c'est trop pour une seule personne. C'est pas possible, en fait. Ça peut pas arriver à une seule personne. Ça, c'est sa vraie vie. C'est ce qu'elle a vécu en moins de 30 ans de vie. Donc, tu imagines bien que là, c'était trop, en effet. Et donc, elle a commencé à boire. Elle est devenue quasi alcoolique. Et elle me racontait qu'un jour, un soir plutôt, alors qu'elle cherchait la bouteille, en fait, elle a pensé à son fils. On va peut-être parler de la maternité, de la paternité, voilà, plus tard. Et elle s'est dit, mais je peux pas continuer, en fait. Pour lui, pour ce garçon, il faut que je me prenne en main, il faut que je fasse quelque chose. Et plutôt que de boire, ce soir-là, elle a mis une paire de baskets et elle est partie courir. Et c'est comme ça qu'elle est devenue athlète. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle est devenue cette grande, figure incroyable, qui fait des triathlons, qui fait des trucs de fou, qui a fait le triathlon qui est dans le livre Guinness des records du monde, etc. Je crois qu'elle a fait la course la plus longue où le nombre de triathlons... C'est le triathlon le plus long jamais réalisé. Ouais. Et en fait, pas une femme en tout cas, et en fait, c'est pourquoi ? Mais parce que la douleur qu'elle avait en elle, ce qu'elle avait à expier, mais était tellement immense qu'évidemment qu'elle avait besoin d'aller plus loin que les autres. Évidemment qu'elle avait besoin de se dépasser, mais 1000 fois plus que les autres, pour essayer de dépasser ça. Et en fait, pendant qu'elle parlait, elle m'a dit à un moment donné, on dit souvent que les femmes n'ont pas de voix, mais on a une voix. Juste, est-ce qu'on est capable de l'entendre ? On dit souvent que les victimes ne s'expriment pas, mais on s'exprime. Mais est-ce qu'on est capable de les exprimer, de les écouter ? Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ça, on peut l'élargir à toutes les femmes du monde. C'est en effet, les femmes sont là, elles parlent, elles hurlent, en fait, leur colère, leur peine, elles hurlent ce qu'elles ont besoin de changer.
Mais sauf qu'est-ce qu'on entend ces hurlements? Est-ce qu'on entend ces cris? Est-ce qu'on entend, tu vois, ces chuchotements? Est-ce que tout ça, on l'entend? Et à ce moment-là, j'ai compris que voilà, ça a été peut-être la mission principale de notre film. C'était de faire entendre leurs paroles, de faire entendre toutes ces voix très fortes et parfois chuchotées, et d'être peut-être cet intermédiaire entre les femmes et les gens à l'autre bout de l'écran, de l'autre côté de l'écran, qui pourraient les entendre. Et c'est pas pour rien donc qu'elle ouvre le film. C'est pour ça qu'elle ouvrait. Ça a été une rencontre qui m'a beaucoup marquée. Et elle était là avec nous à Très Venise, touchant. dont tu parlais, à cette grande avant-première. Et pour moi, ça a été un des moments plus forts de ma vie. Parce que finalement, d'avoir ces femmes qui ont participé au film, qui entendaient ces applaudissements qui duraient et qui duraient. On m'a dit que ça a duré très longtemps, mais moi, j'étais là sans être là. On a applaudi peut-être 15 ou 20 minutes. Ah ben voilà, on m'a raconté ça, mais j'étais là physiquement, mais je n'étais plus là. On prenait... C'était un moment hors du temps. Et c'était peut-être un cadeau pour elle avant tout, pour dire ben voilà, vous êtes là et vous êtes entendus. C'est vrai qu'elles étaient là, tout le monde le savait. Ta maman était là aussi, je crois. Oui, c'est vrai. Je me souviens. Et il y avait, je suis allé voir Norma à la sortie de la projection. Je suis allé la voir pour parler un petit peu avec elle, parce qu'elle m'a bouleversé, comme toutes les autres femmes qui étaient là. Mais je pense qu'effectivement, le fait qu'elle soit là, j'ai le souvenir de ces femmes autour de vous. Et je crois qu'effectivement, c'est la société entière qui leur avait dit on vous a entendu, on vous a écouté. Et qui pouvait peut-être, à travers ces applaudissements, amener un petit peu de réconfort. Un tout petit peu. Tu vois, on ne peut pas faire grand-chose, nous, en tant que de se dire, c'est pas pour rien. Public. On ne parle pas pour Exactement. rien. Parce que très souvent, tu sais, on a le sentiment qu'on parle et que ça ne sert à rien. Ouais. Et très souvent, les victimes, par exemple, de violences, des choses terribles, me disent, tu sais à quoi ça sert? Si finalement rien ne change, si on n'est pas entendu, à quoi ça sert de passer encore plus douloureux, de parler et de se dire qu'en fait, tout le monde s'en fout. Et là, je pense qu'elles se sont dit, non, on s'en fout pas. Personne s'en foutait, je te confirme. J'interromps un tout petit instant cet épisode. Si vous aimez ce que vous êtes en train de regarder ou d'écouter, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui peut tout changer pour nous. C'est simplement de vous abonner. Juste en dessous de cette petite fenêtre, vous verrez, il y a une petite cloche. Subscribe, s'abonner. Si vous pouvez cliquer dessus, ça change tout pour la visibilité de Préface. On vous en remercie infiniment. Retour à l'épisode. Ça nous amène à ton dernier film. Tu parles donc d'inceste avec le grand-père de Norma et l'histoire qu'elle t'a racontée. C'est le sujet de ton dernier film que tu as co-réalisé avec Emmanuel Béard. Oh, c'est vrai que c'est une transition toute naturelle. Mais en incroyable. Fait, quand je commence à suivre ta vie, tu te rends compte qu'il y a quand même des petites choses qui... c'est assez... Alors peut-être que c'est la suite de questions qui nous amène à... Non. Blague mise à part, c'est une belle rencontre. Ça se sent déjà dans ce qui s'est dégagé, dans ce qui s'est dégagé de cette aventure entre vous. Ça prend beaucoup de sens quand on te connaît. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de s'attaquer à des sujets pareils. Encore plus quand la co-réalisatrice a un cheminement personnel avec. Voilà, comment Ah là là, oui, comment en fait, c'est fou parce qu'à la sortie, à la fin de Woman, je me suis dit, ok, il est temps de faire un enfant. Bon, comme ça, moi. Comme ça, je me suis dit ça. Parce que ça faisait des années que mon mari avait très envie et que moi, je repoussais et que moi, je me sentais pas... Je n'ai jamais senti que c'était ma mission principale sur Terre, d'avoir un enfant. Ton mari qui t'accompagne dans tes aventures, c'est important de le dire. Qui est mon principal caméraman, c'est vrai, Dimitri. Et en fait... Là, on s'est dit, allez, vas-y, c'est le moment. Et je me suis dit, justement, s'il y a une personne avec qui j'ai envie de vivre cette aventure, c'est cet homme-là. Allons-y ensemble. Et donc, à la sortie de Woman, je suis tombée enceinte. Mais vraiment, tu vois, l'avant-première, j'étais enceinte d'1 mois. C'est vrai. Et j'ai accouché, donc, en pleine pandémie, puisque c'était aussi l'année de la pandémie. Et on a eu un petit garçon. Ça aussi, vaste sujet, d'élever un petit garçon. Et puis, donc, j'avais un enfant qui avait 3 mois. Donc, comment te dire que parler de violences sexuelles faites aux enfants n'était absolument pas prévu à ce moment-là dans ma vie. Et donc, un jour, une copine me dit, écoute, Emmanuel Béard a envie de faire un documentaire. Et elle a besoin de conseils, elle voudrait te rencontrer. Elle a vu Woman, elle voudrait te rencontrer.
Moi, je me suis dit, mais attends, moi, je vais lui donner des conseils, Emmanuel Baird, pas de problème. Et donc, je viens à ce dîner, mais vraiment comme ça, tu vois, totalement innocente. Et puis, on se retrouve, et c'est vraiment fou. À chaque fois qu'on en parle avec Emmanuel, ça nous revient, ce moment-là. C'était un dîner où il y avait quand même une dizaine de personnes. Et en fait, on n'a parlé à personne. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, je pense d'ailleurs que c'était un peu gênant quand je repense maintenant à ça. Au bout de 10 minutes, on ne se parlait que toutes les deux. Et pendant 2 heures, Emmanuel m'a raconté tout ce qu'elle a vécu dans son enfance. Et quand je la connais maintenant, on est devenus très proches, je sais qu'elle ne le fait jamais. Elle ne parle jamais de ça avec personne, sauf ses plus proches, ses enfants, enfin voilà, sa famille. Et donc, en fait, c'était sa façon de me dire... Je sais que c'est toi. Je sais qu'il se passe quelque chose entre nous là, à ce dîner, à Mondain. Maintenant, il faut qu'on fasse ce film ensemble. Et quand je suis sortie de ce dîner, on était déjà en train de faire le film. Donc, encore une fois, c'est quand je te disais Woman s'est imposé à nous. Ce film, je ne l'ai pas choisi. J'ai l'impression que mes films, ils s'imposent à moi. Ils viennent me chercher, tu vois. Et ces rencontres, elles viennent. Le hasard. Le hasard. Bon, après, le hasard, c'est Emmanuel avait vu Woman. Je pense qu'elle avait compris quelque chose de mon travail. C'est le cheminement de la vie qui te... Évidemment. Et donc, finalement, quand on s'est revus, toutes les deux, on n'était pas en train de dire comment on pourrait faire. On était en train de faire. Et ça a été très, très fort. Parce que justement, j'avais un bébé. Et... d'un coup, tu réalises ce que c'est que le corps d'un enfant. Donc, quand on s'attaque à un corps d'un enfant, moi, on a suivi des gens avec Emmanuel dans ce film. Il y a son témoignage, mais il y a aussi plusieurs personnes qu'on suit. Il y a Norma, il y a Joachim, il y a Sarah et sa fille qui avait 10 ans, il y a Pascal. Il y a plusieurs personnes qui ont des moments très différents de leur vie et qui nous parlent des choses qui leur sont arrivées quand ils avaient 3 ans. Mais quand tu vois le corps d'un enfant de 3 ans, mais tu te dis, mais comment c'est possible ? Et surtout, tu te dis, mais comment ça se fait que, en fait, alors que 10% de la population est concernée, c'est-à-dire on parle de 6 millions de personnes, qu'on n'en parle pas. Comment ça se fait que ça reste aussi tabou ? Mais c'est un fléau, mais c'est même plus qu'un fléau. Tu sais, donc y a là, des on s'est dit, il faut y aller. À l'époque de ton film, justement, on a regardé un peu ça. Et c'est comme si on ramenait ça par classe. Ouais. Tu sais, quand tu arrives le matin à l'école et que tu te dis qu'il y a entre 2 et 3 élèves par classe. Dans chaque classe. Qui sont abusés dans leur famille. Qui sont abusés. Au moment même où on parle. Au moment même où on parle. Raconte-moi le film, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez... Ça a été très dur et extraordinaire à la fois, mais très dur. C'est peut-être un des films les plus durs de ma vie. Parce qu'en fait, Woman, tu vois, c'était beaucoup de choses différentes, des moments très difficiles, de violence, de discrimination, mais aussi beaucoup de joie, beaucoup de moments de gays où on rigolait, tu vois, là, inceste, il n'y a pas beaucoup de moments où tu rigoles. Hein. Et en fait, ça a aussi été pour moi comment accompagner Emmanuel là-dedans. C'est-à-dire qu'Emmanuel, ça faisait 50 ans qu'elle réfléchissait à ce qu'elle pouvait faire de ce vécu. 50 ans, tu imagines ? Enfin, je pense qu'on n'imagine pas. Non, j'imagine pas. Et elle est arrivée à ce moment-là et elle s'est dit, OK, j'ai essayé peut-être de faire une fiction, j'ai essayé de faire une lecture, j'ai essayé de faire des choses comme ça. Mais en fait, je sais que c'est le documentaire la forme la plus juste parce que j'ai besoin d'être dans la vérité. Mais quelle vérité ? Au début, elle me dit, tu sais, moi, je ne serai pas à l'image. Moi, je ne veux pas vampiriser le film. Et puis, je ne me sens pas du tout prête, en fait, à m'exposer comme ça devant la caméra et raconter des choses personnelles devant la caméra. Donc, je serai avec toi derrière la caméra et on va aller interviewer les gens comme tu sais si bien faire. Moi, j'aurai des questions de quelqu'un qui l'a vécu et toi, les questions de quelqu'un qui l'a pas vécu, qui a un regard différent. Et moi, je dis, mais bullshit, mais n'importe quoi. Dès la deuxième rencontre, je lui dis ça. Le fameux bullshit. Le fameux bullshit. Voilà. Donc ça s'est très bien passé, hein, tout de suite. Je lui dis, mais Emmanuel, c'est impossible. Ça sera impossible. Quand tu vas te retrouver face à une Norma qui va te confier les choses les plus intimes, les abus qu'elle a vécu avec son grand-père dès l'âge de 3 ans. Et elle va te dire des trucs, mais comme ça, qui viennent de ses tripes. Toi, tu vas rester derrière la caméra, la regarder, et faire mais c'est impossible. Tu pourras pas, en fait. Elle m'a dit, pourquoi pas ? Si, je pense. Et ça a été quelque chose vraiment en cheminement. Et dès le premier tournage, elle a compris ce que je voulais dire. Ouais. Elle a vu, en fait, elle a vécu dans sa chair. Et donc, dès le premier tournage, elle m'a dit, OK, je comprends. Donc, on va basculer, mais je peux pas y aller toute seule. J'ai besoin de toi. On va aller devant la caméra. Et c'est comme ça que moi aussi, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée à l'image dans un de mes films. Mais parce qu'en fait, elle m'a dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'on soit toutes les deux. Parce qu'il y a des moments où je sais
que ça va être trop dur et j'ai besoin de pouvoir sentir que tu es là et qu'on est là ensemble et qu'on le porte ensemble. Et ça a été vraiment ça. Ça a été une aventure qu'on a vécue toutes les deux et un vrai cheminement. Et c'est une sorte on dit que c'est une sorte de road movie pour parler de l'inceste parce que ça a vraiment été un voyage qu'on a fait, un voyage à travers son histoire, son vécu et le vécu de toutes les personnes incroyables qui se sont confiées à nous, mais aussi un voyage physique où on s'est déplacé pour les rencontrer et un voyage qu'on a fait ensemble, nous, toutes les deux, et qui nous a vraiment rapprochés. D'ailleurs, quand sur quoi qu'on se voit, il me dit, mais c'est fou, parce qu'on se connaît que depuis 3 ans et en fait, je connais plus de sa vie que des gens qui la connaissent depuis 40 ans, certains. Donc, c'est la magie de ce qu'on fait aussi, hein, qui soude tellement... On est tout de suite dans la vérité, en fait. Exactement. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de place ni pour elle ni pour toi pour autre chose que ça à ce moment-là. Déjà toi dans ton métier, dans ta manière de faire les choses, et puis elle dans ce cheminement personnel. Mais je trouve que c'est très très courageux, vraiment. Et encore une fois, elle aime pas quand je dis ça parce qu'elle veut pas le ramener à elle, ce film, etc. Mais je trouve que ce qu'elle a réussi à faire, parce que tu vois, elle s'est dévoilée d'une certaine façon, elle a une très grande notoriété, elle a tout dévoilé, le plus intime d'elle. Et moi, je me suis dit, mais même au montage, elle pourrait faire marche arrière. Elle pourrait dire, ah non, là, tu vois, j'ai pas envie. Jamais. Et c'était très dur pour elle. Le montage, ça a été aussi très difficile de se voir à l'extérieur. Parce que quand tu le vis avec les autres sur le moment, pareil, tu oublies la caméra, en fait, à un moment donné. C'était tellement intense qu'on a partagé pendant cette aventure. Et par contre, quand tu te regardes sur un écran, dire certaines choses, c'est pas la même chose d'un coup. Et donc là, je me suis dit, elle pourrait faire marche arrière. Et jamais. Et franchement, c'est très courageux. Je pense que, tu sais, l'idée de préface, c'est, je le résume à comment est-ce qu'on écrit le prochain chapitre de sa vie. Quand tu prends une décision, qu'il y a quelque chose qui s'amène à toi comme une évidence, comme quelque chose qu'il faut que tu changes. C'est d'ailleurs ça résonnait ce que tu disais sur Emmanuelle. Elle a pris cette décision et d'un coup, elle est dans ce dîner, elle a besoin de parler, elle l'a enclenché. C'est ce que tu racontes avec Norma. Elle prend ses chaussures et ses baskets, elle va courir. Tu vois, il y a toujours ce moment un peu de déclic et tout. C'est vrai. Et je pense que tu étais victime d'inceste, que tu sois un homme ou une femme, ça arrivait aux deux. Ça arrivait dans ma famille aussi. C'est des choses dont... Dans toutes les familles. Si tu cherches un peu, tu comprends. Ça arrivait à mon père, d'ailleurs, si tu veux le savoir. Vrai. Ouais, à mon papa. Et c'est encore plus difficile pour les hommes d'en parler. Et alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père très doux et qui était capable de parler de ce genre de choses, qui nous en a parlé. Mais j'aimerais savoir si tu as des outils à donner à quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui est de l'autre côté de l'écran aujourd'hui, un homme, une femme, un adolescent, peut-être un enfant, un jeune adulte, on va dire. Est-ce qu'il y a des outils ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut donner là tout de suite ensemble à des gens qui pourraient avoir besoin de ça ? Oui, on a beaucoup parlé avec Emmanuelle, avec beaucoup de spécialistes, avec beaucoup d'autres victimes de ça, justement. Et déjà, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur ton papa, ça me touche beaucoup en fait, d'apprendre ça. C'est peut-être aussi, je comprends un peu mieux peut-être notre rencontre, tu vois, rien n'est un hasard, il y a quand même des énergies, je pense, qui se rapprochent. En fait, pour les hommes, c'est encore plus dur de parler. Parce que finalement, pour une femme, de parler du fait que tu as été victime de violences sexuelles, c'est quelque chose qui est possible. Pour les hommes, c'est quasi impossible. Parce que d'un coup, quand ça touche à la sexualité, mais c'est encore plus tabou. Et nous, dans le film, pour nous, c'était essentiel qu'il y ait aussi un homme qui parle, parce qu'on dit que c'est une fille sur 5, un garçon sur 12. Mais je pense que c'est beaucoup plus de garçons. C'est juste qu'ils ne le disent pas. Et pour nous, c'était essentiel qu'il y ait aussi un homme qui exprime ce qu'il a vécu. Et voilà, donc il y a Joachim pour qu'il montre aussi aux hommes que c'est possible de parler et qu'il ne faut pas avoir honte et qu'il faut pas se sentir seul. Et pour commencer, en parlant des clés, tu sais, on se rend compte quand on regarde dans les familles où il y a de l'inceste, quand ce n'est pas verbalisé, quand c'est gardé sous le tapis, ça se reproduit au moins sur 3 générations. C'est-à-dire que dans chaque génération, il y a de nouvelles victimes d'inceste. La reproduction continue, minimum sur 3 générations. Donc tu imagines, c'est comme si tu condamnais tes enfants à vivre la même chose. Donc déjà, ouvrir la porte et réussir à en parler, c'est très important. Et il y a encore, tu vois, Emmanuelle le dit dans le film, elle dit, à mon époque, on ne parlait pas d'inceste. Même le mot n'existait pas. Aujourd'hui, là, on peut dire que quand même, ça change. On bouge, même si ça va trop lentement, même si, voilà, évidemment. Mais
le mot existe, on peut en parler. Il y a des endroits où tu peux en parler. Il y a des personnes qui sont capables d'entendre. Dans les écoles, par exemple, il y a des associations, les papillons, par exemple, qui installent les boîtes aux lettres où tu peux laisser une lettre. Si tu ne te sens pas capable de le dire, mais tu peux laisser cette lettre et on va venir à toi. Et tu vois, il y a plusieurs façons aujourd'hui de pouvoir l'exprimer. Parce que quand ça se passe dans ta famille, vers qui tu vas te tourner, c'est aussi une vraie question. Et donc, la première chose, j'ai envie de dire, c'est il faut trouver une façon d'en parler. Il ne faut pas le garder pour soi. Il ne faut plus le garder pour soi. Parce que finalement, c'est comme ça qu'on perpétue. C'est comme ça qu'on s'enferme dans quelque chose où, en plus, très sincèrement, j'ai vu très peu de monde me dire juste, ça ne m'a jamais rattrapé. Ça te rattrape quand même à un moment de ta vie. Donc, le plus tôt tu arrives à ouvrir cette porte, le plus on pourra accompagner. Et après, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de techniques nouvelles comme EMDR, voilà, des choses comme ça, qui peuvent aider les victimes, en fait, à non seulement sortir cette vérité, mais à réussir à vivre avec. Et Emmanuel me dit souvent, tu sais, c'est pas vrai, on peut pas dire qu'on peut laisser ça derrière soi. Ouais. Ça ne disparaît pas, ça fait partie de toi, mais tu peux apprendre à vivre avec. C'est ça le message d'espoir, c'est qu'en fait on n'est pas condamné à subir, on peut apprendre à vivre avec. Et c'est ce qu'on a aussi vu en faisant ce film. Et elle me dit, aujourd'hui, je ne subis plus, je vis avec, mais ça ne disparaît pas. Bien sûr. Et le déclenchement donc, de la parole, tu parlais des papillons, il y a d'autres... comment aujourd'hui quelqu'un qui est... Il y a plusieurs associations déjà qui font un travail génialissime. Voilà, protéger l'enfance. Il y a vraiment, si on fait une recherche sur Internet, maintenant c'est assez simple, on trouve assez facilement. Et en fait, ce qui est important, il y a aussi des unités qui ont été créées, par exemple, pour recueillir la parole des enfants, où tu sais que voilà, tu peux avoir des gens qui sont formés, qui sont vraiment pas assez nombreuses encore aujourd'hui, mais qui sont formés à cette écoute, parce que c'est ça, en fait, le gros sujet. C'est qu'en fait, si tu sors enfin ta vérité, si tu es capable d'ouvrir la porte, si tu n'es pas entendu, généralement, c'est ce qu'on a vu, tu la refermes, mais pendant des décennies. Donc, c'est aussi quand il faut aller vers les gens qui sont capables d'écouter, donc vers les gens qui sont formés. Et donc, en effet, peut-être d'abord vers une association qui sait... et voilà, si vous regardez notre film, on cite pas mal de gens différents et qui sont tous formidables et qui font un travail, mais vraiment tellement important. C'est super important, c'est sûr. Là, franchement, je crois, en tant que papa... Je pense vraiment c'est un message à crier au monde. Il y a aussi quelque chose que j'ai entendu dernièrement que j'ai trouvé fort, c'est là on se rapproche un peu de la discussion autour des hommes et des femmes. Je pense qu'aujourd'hui le point c'est aussi, c'est un homme qui disait ça, je trouvais ça intéressant, qui disait en fait j'ai commencé à questionner, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en parlant en question, j'ai commencé à questionner autour de moi les femmes autour de moi. C'est un rôle on peut avoir aussi en tant qu'homme, quand on dit ne pas être entendu, ne pas être, ou mettre ça de côté, ou se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas été élevé comme ça, ou que ce n'est pas là, ou que il y a ces silences qui s'installent. Et je pense que c'est vachement intéressant justement les hommes qui vont faire l'effort d'aller se poser ces questions. Quand tu disais les hommes, la sexualité homme-femme, ça ne concerne pas ton couple directement, voilà, c'est pas un truc que tu abordes comme ça foncièrement dans un déjeuner, c'est pas évident. Mais je pense là, c'est plus le cercle un peu proche, quoi, les gens avec qui tu peux avoir ce genre de discussion. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou que tu penses qu'il faut faire ? C'est essentiel, c'est même ce que je prône ça et c'est très intéressant. Je peux déjà donner l'exemple de moi et Yann Arthus Bertrand, par exemple. Quand on faisait Woman, Yann est un homme quand même très ouvert d'esprit, qui a beaucoup voyagé, qui a une vraie sensibilité à l'humain, etc. Et donc, c'est déjà un homme plutôt plus, tu vois, qui part d'un endroit plutôt chouette, mais c'est quand même aussi un homme de sa génération, voilà, tu vois. Et je me souviens, quand on a commencé à travailler sur Woman, assez rapidement, je lui avais dit, tiens, on va parler des règles. Et il m'a regardé comme ça, alors que c'est un homme qui a 3 sœurs, qui a été élevé que par des femmes. 3 sœurs, une mère, qui a des petites filles, qui a une femme, etc. Donc, entouré par des femmes. Lui, il me regarde comme ça, il me dit... j'aurais dû filmer, d'ailleurs, ce jour-là. Comme ça, j'aurais une preuve matérielle. Il me dit... mais ça intéresse qui, Anastasia ? Mais attends, moi je te parle des vrais sujets. Moi je te parle des violences faites aux femmes. Moi je te parle des discriminations. Moi je te parle de, tu vois, hein ? Et toi tu me parles des règles ? Non mais n'importe quoi.
Et en fait, moi, je lui dis, mais ça sert à rien qu'on discute pendant des heures pour ne pas être d'accord. Ouais. On va faire des entretiens, les premiers, quelques entretiens. Tu vas les écouter et après, on va en reparler si tu veux. Et en fait, ce qui s'est passé, on a fait ces entretiens. On n'a plus jamais eu besoin d'en discuter. De reparler de ce sujet-là. Il avait compris. Ouais. Et finalement, ce que je veux dire, ça rejoint ce que tu viens de dire aussi, c'est que finalement, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est quand même très différents aussi, les hommes et les femmes. On a 2 fonctionnements quand même très différents. Et il faut aussi dire quand même qu'il se passe beaucoup de choses dans la vie des femmes, dans la tête des femmes, tu vois, c'est clair. Hein. No comment. Et c'est très complexe. Hein. Parfois, moi-même, je me surprends. Tu vois, je fais un truc, je me dis, mais pourquoi je fais ça et en fait, si on n'ouvre pas cette porte-là, mais comment tu veux qu'on se comprenne? Et donc, moi, le premier truc que je prône, c'est déjà de dire, ouvrons la porte, en fait, sur des sujets dont on parle jamais. Évidemment, les violences, évidemment, les abus, mais tout, en fait, tous les petits sujets du quotidien, les petits trucs, ou les trucs sur lesquels on ne se comprend pas, c'est essayer juste de mieux comprendre. Mais il se passe quoi? En fait, les règles, c'est quoi concrètement? C'est pas juste, ah non, mais c'est encore les règles, là, c'est pour ça que t'es de mauvaise humeur, tu vois. C'est bien plus complexe que ça. Et donc, finalement, ce qui m'a le plus touchée quand Woman est sorti, c'est qu'en fait, les hommes ne sont pas venus naturellement voir le film. Ils se sentaient plus, tu vois, on était déjà à l'époque un peu post-MeToo, donc ils étaient tous, oh là là, de quoi encore on va nous accuser? C'était quand même un peu ça le ressenti de pas mal. Et finalement, ceux qui sont venus à la fin, mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes de toutes les générations qui venaient me voir en disant, mais tu sais, la première chose que j'ai envie de faire en rentrant chez moi, c'est de parler de tout ça avec ma femme, avec ma fille, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on le fait jamais. Et en fait, il y a plein de sujets dont le film parle, où je me rends compte que je n'ai jamais, jamais abordé ça avec les femmes les plus proches de ma vie. Pourquoi? Et donc, rien que ça, déjà, cette prise de conscience, et de me dire qu'il y a peut-être des hommes qui ont ouvert cette porte-là dans leur propre famille, mais c'est tellement important. Et encore plus important sur les sujets, évidemment, qui concernent les violences. Ouais. C'est vraiment totalement lié à ce que je voulais aborder comme sujet avec toi, c'est les hommes au milieu de tout ça. C'est difficile, je te dis franchement, c'est quelque chose que je ressens, notamment avec des femmes un peu plus âgées que moi, qui m'en parlent assez ouvertement et qui me disent « Putain, ça doit pas être évident des fois, là, en ce moment, d'être un homme au milieu de ça, là, en ce moment. » Et c'est vrai que c'est pas... Il y a évidemment le besoin essentiel d'ouvrir cette porte, de faire évoluer, de faire bouger, de laisser la parole, le dialogue. Et en même temps, d'un autre côté, il y a toute une amalgame, je sais pas comment dire, un agglomérat d'idées, de pensées qui se mélangent, qui s'entrechoquent et tout, qui amène une forme de crispation des hommes. On est un peu crispés. On est un peu pris entre 2 générations, tu vois, entre ceux pour qui ce sera des évidences, qui c'est peut-être celle de nos enfants, et puis celle de la génération d'avant pour qui, comme tu dis, ils sortent, ça déboule, sans compter tout l'héritage inconscient, débile, tout ce qu'on veut de ce qu'ils ont pu faire aux femmes pendant tout ça. Mais nous, on est un peu au milieu, là, la génération des quarantenaires. C'est pas facile. C'est pas évident, en fait. Moi, je l'entends. C'est ce que j'aime, en fait. Moi, je suis, tu vois, je suis vraiment une féministe. Je pense que toutes celles et tous ceux qui défendent les femmes de toutes les manières ne peuvent qu'être féministes. Mais je n'ai pas ce regard que certaines peuvent avoir sur non, mais c'est bon là, tu vois, c'est bon, hein, vous n'allez pas nous raconter que c'est compliqué pour vous, c'est bon. Enfin, tu vois, je ne suis pas là-dedans. Moi, j'entends ça. Et j'entends, en fait, ce qui est très complexe, c'est que du coup, la colère des femmes, elle est juste. Mais évidemment que la colère, la première chose qu'elle provoque en face, c'est le renfermement. Parce que quand tu es face à un truc ultra violent qui te tombe dessus, on te hurle dessus, généralement, quand on te hurle dessus, la première chose, c'est de pas se dire « Attends, je vais écouter ». Mais moi, la colère, je la comprends vraiment. Parce que je me dis, toutes ces voix qui ont été opprimées, qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été, tu vois, et Adèle Haenel qui, l'autre jour, tu vois, son procès, il y a quelques jours, criait « Mais ferme ta gueule !» Parce qu'à un moment donné, mais juste, tu peux pas continuer à dire que ça n'a pas existé avec moi dans la salle sans même pouvoir me regarder dans les yeux. C'est pas possible. Donc cette colère-là, je l'entends et je la comprends vraiment. Mais par contre, je sais qu'il est possible de construire seulement après la colère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire sur la colère. C'est pas le moment. Il faut réussir à construire à partir de là, en se disant, OK, la colère, elle est là et c'est exprimé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, tu vois, nous, on a tourné dans des endroits où les femmes n'en pouvaient tellement plus des hommes qu'elles les ont virées. Donc, il y avait on a tourné dans un village où il n'y avait que des femmes. Ben, franchement, j'ai
c'est pas forcément le monde dont j'ai envie non plus, tu vois. Moi, j'ai pas forcément envie de me dire on va finir dans un monde où les hommes vont vivre séparément et les femmes de leur côté, quoi. Donc, il faut bien, on est deux parties de l'humanité, il faut bien qu'on arrive à vivre ensemble. Et donc, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on construit petit à petit, ou surtout, exactement comme tu dis, qu'est-ce qu'on déconstruit petit à petit pour que demain, on ne reproduise pas ce que nos parents, nos grands-parents, nos trucs, ou même nous-mêmes, parfois, on peut faire. Parce que c'est tellement dingue. Je sais pas si toi, maintenant que tu as, voilà, aussi toi, on a des enfants tous les deux, tu ressens ça. Parfois, il y a des trucs, tu fais dans ce que tu vas inculquer à tes enfants, etc., en valeur, dans les mots, oui. Et après, d'un coup, tu as un réflexe, tu te dis, mais attends, pourquoi je fais ça, moi? Mais ça va complètement à l'encontre de tout ce que je lui explique et de tout ce que je dis. Mais parce qu'en fait, il y a des schémas tellement forts, ancrés en nous depuis des centaines et des centaines d'années, que pour les déconstruire, ça va prendre du temps. Mais ça va vraiment prendre... Et d'ailleurs, on le voit bien avec l'élection de Donald Trump, ou alors les hommes, tu vois, blancs... oui, c'est vrai que tu as eu toute cette analyse politique autour de la scission des votes. Entre le masculinisme... en tout cas, ces hommes qui sont renfermés, qui se disent, lui, il incarne quelque chose qui nous rassure parce que c'est un truc qu'on sait, qui existe là depuis des centaines d'années, donc on maîtrise, on le comprend, donc attends, ça nous rassure, on va aller vers ça. Plutôt que d'aller vers un truc qu'on ne comprend pas, par lequel on se sent dépassé et par lequel on est, tu vois, attaqué, donc bah non, on veut pas de ça. Mais quand je te parle de crispation, je pense que c'est ça qui se passe aussi. Tu sais, ce côté, on sait pas par où le prendre. Il y a des moments où vraiment tu vis des trucs, tu te dis waouh, c'est dur là ce que je viens d'entendre. En tant qu'homme, tu dis je comprends, t'as envie de l'entendre, t'as envie de le comprendre, t'as envie de participer. Moi j'ai une petite fille, j'ai une femme, tu vois, j'ai envie d'un monde dans lequel elles se sentent mieux. Mais c'est vrai que, en tout cas en sécurité et armée pour demain. Et d'un autre côté, quand je parle de crispation, je pense qu'il y a ça, il y a le côté, en fait on ne sait pas comment faire. Et donc, en fait, on s'accroche à cet endroit où il y a une espèce de consensus, tu vois, un peu rétrograde et tout ce que tu veux. Mais en fait, les mecs s'agrègent, tu vois, dans cette espèce de vision. Mais c'est pourquoi nous, on a essayé de faire Woman vraiment plus comme un film de dialogue qu'un film de division. Tu le sens d'ailleurs. Moi, c'est vraiment un film en tant qu'homme que je perçois comme ça. Tant mieux, parce que c'est vraiment comme ça qu'on a essayé de le faire, parce que du coup, encore une fois, et les films aussi qui crient la colère, ils sont nécessaires. Et encore une fois, tout ça est nécessaire, bien en fait. Mais du coup, moi, je me suis dit, OK, maintenant, en plus, c'est comme, je pense que c'est la première fois, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, je n'ai pas trouvé d'autres films qui donnaient la parole aux femmes de façon aussi vaste, dans autant de pays, avec autant de parcours de vie différents, avec autant de femmes différentes qui s'expriment. Donc, on s'est dit, dans un film comme ça, il faut que ça soit un film qui unit, donc qui permet aux gens d'essayer de se comprendre un peu mieux, et de montrer du doigt ce qui ne va pas. Encore une fois, attention, le film, tu l'as vu, il cache rien de la réalité du monde dans lequel on est. C'est ça qui est fort. Mais il n'est pas en train de dire je vais te pointer du doigt, c'est toi le coupable. C'est pas ça la question. C'est comment on construit ensemble un monde qui demain sera différent. Bon, franchement, Paul, je vais pas t'apprendre le truc comme ça. L'éducation, c'est une des clés, mais essentiel. C'est vraiment... en plus, le pire, c'est qu'aujourd'hui, on dit, mais comment faire? En fait, on va pas réinventer un truc, on va pas trouver une nouvelle, tu vois, c'est pas l'IA qui va nous expliquer comment faire. Hein. C'est pas les nouvelles technologies. En fait, il y a rien de plus... Je pense que ça tient effectivement d'homme à homme. C'est un vrai... je vais te livrer un truc. Quand j'avais 13-14 ans, je me souviens à l'époque, j'avais pas le droit d'avoir de survêtements. Mon père était allé m'acheter un survêtement. Révolution. Tu sais, c'était l'époque de NTM. Tu sais, pour lui, j'étais en train de passer du côté obscur, quoi. Tu vois, pour faire un petit... l'école du micro d'argent. Et c'est un moment, je me souviens de ce moment où j'avais 14 ans, je marchais dans la rue. Et quand tu parles d'éducation, je parle vraiment d'homme à homme, là, pour le coup, mon père me dit, tu sais, quand tu feras l'amour avec une femme, je sais pas où je peux rentrer dans les détails, mais tu vois, il y aura... ne fais pas ci. Ne fais pas ça. Écoute ci, écoute ça. Ressens ci, ressens ça. Elles sont comme ci, elles sont comme ça. Je pense que cette sensibilité, tu vois, lui qui avait été victime de quelque chose, qui avait justement décidé de briser le chaînon de cette espèce d'horreur, d'héritage, de reproduction, tu vois, de drame, il a cassé ça. Et c'est effectivement par l'éducation. Mais je crois pas
que si j'avais pas eu cette discussion avec mon père, en fait, j'aurais eu comme éducation quoi ? Les cassettes porno des copains de 14 ans, et aujourd'hui l'accès au digital où les gamins, en fait, ils voient ça, ils se disent mais comment elles font À la 11-12 fille ans, comme ci, comme ils ça. ont déjà tout vu. Hein. Il y a 2 ans, on était à une réunion d'école. Collège, on vit quand même on est à Suresnes, dans une ville qui est quand même, tu vois, on est un peu, il y a du métissage social, il y a de la mixité, mais c'est pas non plus, tu vois, on est plutôt dans un univers quand même assez protégé. Et des gamins de 10 ou 12 ans qui se sont fait choper dans la cour d'école, en primaire, en train de montrer à des CP des films porno sur un téléphone portable. Donc là, il y a un vrai problème. Il est vraiment majeur, quoi. Écoute, j'ai envie de te dire que c'était génial. Le premier épisode, c'est deep, quoi. J'adore, c'est intense, c'est beau. Alors, on a un petit truc ici, je vais te montrer. Ouais. J'ai cette petite boîte que j'ai là. À l'intérieur de cette boîte, il va y avoir des lettres. Tu vas être la première à écrire une lettre. Voilà, ça va être ma petite collection de lettres. J'aime l'idée que si quelqu'un qui était de l'autre côté de cet écran ait été touché par ce qu'on s'est dit, par qui tu es, par les sujets qu'on a abordés, qu'on puisse directement te connecter avec cette personne. Donc, j'aimerais si tu l'acceptes, te demander d'écrire une lettre à cette personne qui, à un moment, a 2 doigts de changer peut-être sa vie, d'avancer, de passer au prochain chapitre de sa vie. Et cette lettre, elle sera disponible au téléchargement sous le lien de la vidéo. Elle pourra être partagée, imprimée, envoyée, postée, tout ce qu'on veut. Et voilà, c'est ce petit lien. Je voulais... déjà, est-ce que tu l'acceptes ? J'accepte avec plaisir. J'accepte. J'accepte. Je te remercie 1000 fois d'être venu jusqu'à nous. C'est vraiment un honneur de t'avoir eu et d'avoir pu partager ces sujets-là. Je suis impatient de voir ton prochain film. Qui sait, regarde, je fais une petite woman, On man, sait pas. man, un moment. Je te remercie 1000 fois. Merci Paul, mais comme on se disait avant de démarrer, moi il me semble que je partage ton avis sur le fait qu'il n'y a que l'écoute aujourd'hui de l'autre en fait. Enfin, c'est finalement, si on devait garder quelque chose de notre vie à la fin, je pense que c'est les rencontres avec les autres et leurs voix qui nous auront marqués. Et il n'y a que ça d'important. Donc merci de faire ça. Merci à toi. Cet épisode touche à sa fin. Et comme je vous le disais au milieu de l'épisode, si vous aimez ce que vous venez de regarder ou d'écouter, un abonnement peut tout changer. Il y a donc la petite cloche subscribe juste en dessous. Plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus le podcast rayonne. N'hésitez pas à partager l'épisode à vos amis, à vos proches, aux gens à qui vous pensez quand vous regardez cet épisode de préface. Un grand merci et à bientôt pour un nouvel épisode.